Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, façonner le job de ses rêves. Ouais, c'est une belle promesse grâce au job crafting. On va en parler avec Anaïs Georgelin, CEO et fondatrice de So Many Ways. Elle est notre invitée ce matin. Les entreprises s'engagent. On va parler de la lutte pour l'égalité des chances et on va en parler avec Valérie Daher, directrice générale de Break Poverty Foundation, engagée justement en direction des personnes les plus démunies. Le cercle RH aujourd'hui, un grand entretien avec Jérôme Leparoux. Il est le secrétaire général et le DRH du groupe Daher, qui est une pépite française qui travaille pour les avionneurs, mais pas seulement, vous le verrez, au service des avionneurs, mais avionneur lui-même. On fera le point, bien sûr, tous les enjeux évidemment de recrutement, mais aussi les enjeux de décarbonation. Il sera notre invité dans le cercle RH et dans Fenêtre sur l'emploi. Soft skills versus hard skills. C'est compliqué parce que les candidats s'appuient sur des hard skills, alors que les recruteurs cherchent plutôt des compétences, des soft skills. C'est compliqué et on en parlera avec Mathieu Eloi, il est le DG de Indeed France, à travers une étude passionnante justement sur ce décalage entre les candidats et les recruteurs. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va parler d'une expression peut-être que vous n'avez jamais entendu parler, de job crafting, et on va parler de la possibilité pour vous, collaborateurs, de façonner votre carrière, votre parcours professionnel, et on en parle avec Anaïs Georgelin. Bonjour Anaïs, vous êtes CEO et fondatrice de So Many Ways. Un petit mot sur So Many Ways, c'est une plateforme SaaS, mais pas seulement, c'est cela ? Oui, bonjour. On propose un outil digital de job crafting qui permet de rendre chaque collaborateur dans l'entreprise acteur de son parcours pour résoudre tous ces coûts liés au désengagement. Alors, le job crafting, ce n'est pas un sport qu'on pratique sur une rivière, ce n'est pas du rafting. Qu'est-ce que le job crafting ? Oui, alors déjà, c'est un concept, un champ de recherche scientifique qui décrit l'art de façonner, de modeler son emploi pour y trouver plus de sens. Vous avez, à côté de votre plateforme SaaS, des gens qui travaillent chez vous, qui réfléchissent. C'est quoi ? C'est un concept disruptif, c'est un concept qui permet aux salariés de dire je ne veux pas être que salarié, j'aimerais bien aussi monter ma boîte. Est-ce que c'est cette idée-là de la multifonction ? Alors non, déjà qu'on choisit un mot anglais parce que notre belle langue française l'a pas encore. On va trouver, j'imagine. C'est ça. Mais c'est pas si disruptif que ça. C'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, c'est un comportement naturel. On peut tous et toutes à un moment de notre carrière le faire. On le fait d'ailleurs. Et le but du jeu, c'est de l'encourager parce que ça a un impact positif pour l'entreprise, pour la société, pour le collaborateur. Donc ça veut dire quoi ? Cette plateforme ou ce concept permet quoi très concrètement ? Très concrètement, déjà le job crafting, donc l'art de modeler son emploi pour y trouver du sens, ça peut vouloir dire agir sur ses tâches. Qu'est-ce que je fais concrètement ? Ça commence par là. Voilà, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je déplace les choses de droite à gauche ou de gauche à droite ? Vous voyez, on m'a dit de le faire comme ça et moi je le fais comme ça parce que je trouve que c'est plus efficace. Ça peut être d'agir sur ses relations interpersonnelles, donc manager son manager par exemple, vous dire qu'est-ce que j'attends de vous, ses collègues, et ça peut être aussi l'organisation de son travail. Il y a un exemple que j'aime bien donner pour montrer qu'on connaît tout ça. C'est, vous savez, vous prenez un train à Paris-Nantes et puis le rôle du contrôleur, c'est de vous annoncer qu'on arrive en gare de Nantes. Et il y en a qui nous le font en faisant de la poésie, enfin voilà. Ça, c'est du job crafting, en fait. Comment je façonne, j'adapte ce qu'on m'a demandé à ma personnalité, à mes envies. Quand on démarrait l'échange, je parlais de disruptif, mais il y a quand même quelque chose dans ce que vous décrivez d'un peu disruptif, c'est-à-dire qu'on s'empare de son poste et on le façonne à sa main, au risque même de surprendre sa hiérarchie, parce que quand un gars de la SNCF fait ça, je ne suis pas sûr que la hiérarchie le soutienne totalement, enfin si. Alors bon, pour ce cas précis, je ne suis pas sûre que le premier qui l'ait fait ait effectivement demandé l'autorisation. Après, la pub l'a repris. La pub l'a repris et je pense que maintenant, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Mais vous avez raison. Ouais, c'est comment ça se gère ça, dans sa hiérarchie. Exactement. C'est pour ça que nous, on n'encourage pas l'organisation à démocratiser le job crafting n'importe comment. C'est plutôt comment on donne les clés aux collaborateurs pour qu'ils soient à même de se poser les bonnes questions. Et plutôt que de se dire « je ne suis pas content là où je suis et donc je vais partir ». Prends-toi en main. Comment j'apprends à faire verdir l'herbe là où je suis. Et ça, on le fait conjointement avec le manager. Alors c'est ça que je voulais vous dire. Il y a le manager, il y a ce collaborateur qui dit j'aimerais bien aussi prendre en main mon parcours et ce que je fais. Et puis il y a votre outil. Et c'est en fait tripartie.
Exactement. Il va aller chercher dans l'outil des éléments qui vont l'aider. Est-ce que je dis bien les choses? C'est plutôt pas mal, une bonne compréhension. Bon. Pour vous l'expliquer, donc le collaborateur, il va passer par notre plateforme, il va pouvoir faire le point sur ce qui est vraiment important pour lui au travail, identifier si c'est satisfait ou pas, uniquement sur ce qui compte pour lui, pas sur tous les critères du monde, et trouver des actions pour agir. Mais en reporting avec le manager. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va avoir un échange, une conversation avec le manager. Ça existe déjà. Ça peut être l'entretien pro, ça peut être un échange informel. Et avec le manager, on va s'assurer que c'est bon et que ça fonctionne. Mais juste un dernier mot pour y voir bien clair. Tout ça est quand même piloté et sous contrôle, j'allais dire politique, des RH qui disent nous enclenchons une politique où vous allez pouvoir vous prendre en main. Enfin, ça ne tombe pas du ciel. C'est quand même la direction de l'entreprise qui dynamise ce type de choses. Tout à fait. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça fait des années qu'on dit soyez acteurs. Oui. C'est pas nouveau. Donc en fait, on le dit, on l'encourage déjà, mais on ne donne pas les moyens d'eux. On est d'accord. Et là, on vient donner les moyens d'eux. Comment réagissent les managers? Parce que les managers, ils aiment bien avoir leur poste, leur quant à soi, leur petit pouvoir, voire même leur pouvoir. Est-ce que ça décale pas un peu la relation avec le manager? Le manager, en ce moment, quand même, il souffre un petit peu. Oui. Il est pris en étau entre ses nouvelles aspirations des collaborateurs, on ne sait pas comment faire, et des attendus de performance, évidemment. Au contraire, on vient faire en sorte qu'il y ait une relation manager-manager, un binôme manager-manager qui co-construisent ensemble. Et donc, on est dans un paradigme où, finalement, plutôt que d'arriver à dire à son chef « ça va pas, et au mieux, je me désengage, au pire, je pars », des solutions. Je construis, j'ai réfléchi à une solution, on va ajuster ensemble et voir si ça fonctionne. Pour terminer, je pense quand même que le manager doit être en capacité de se remettre en question et d'accepter chez l'autre. Il va peut-être avoir le sentiment qu'on le challenge et qu'on remet en question son travail. Enfin, j'imagine que ce type de sujet est posé dans le job crafting. Oui, tout à fait. Comme pour paraphraser une de nos clientes, une DRH d'un grand groupe, qui a dit en fait, derrière ça, c'est une vraie révolution managériale. Clairement. Et plutôt, c'est continuer d'accompagner de manière très concrète la transformation managériale qu'essaient de faire toutes les entreprises. Il y a un petit côté entreprise libérée dans ce que vous me décrivez. Chacun prend en main aussi ça. Non, on est loin ou on s'en approche? Dans l'entreprise libérée a plein d'écueils. D'ailleurs, on a bien vu qu'on en a beaucoup parlé. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à le mettre en œuvre. Mais dans l'entreprise libérée, il y a quelques principes d'action qui sont intéressants et qui amènent de la performance, dont redonner des clés et du pouvoir aux collaborateurs. Donc, en ce sens, le job crafting partage quelque chose avec l'entreprise libérée, mais pas tout à fait, parce qu'on ne dit pas qu'il n'y a plus de chef. On est d'accord, le manager est toujours bien présent et reste à sa place de manager, mais dans un travail de co-construction. Exactement. Merci Anaïs Georgelin, j'ai tout compris au job crafting. C'est un dispositif, j'allais dire presque une philosophie, développée ici sur le plateau par la fondatrice de So Many Way. Merci de nous avoir rendu visite. Les entreprises s'engagent, ça c'est un sujet évidemment important, en direction de l'emploi des jeunes notamment, ou des personnes les plus en difficulté, et on en parle. C'est notre rubrique « Les entreprises s'engagent ». Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Chaque semaine, une entreprise, une organisation qui s'engage résolument vers l'emploi. Et on en parle avec Valérie Daher. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice générale de Break Poverty Foundation. C'est une fondation incroyable qui fait plein de choses sur le numérique. Mais nous, on va s'intéresser aujourd'hui à la pauvreté et à l'emploi des jeunes. D'abord, quelques mots quand même pour resituer un petit peu la communauté d'entreprise à laquelle vous appartenez. Qui sont une communauté de 60 000 entreprises, 101 clubs départementaux, et ça va faire le lien d'ailleurs avec votre action, et 300 personnes mobilisées partout en France. Ça, c'est l'esprit général. Et puis, il y a la Fondation qui a décidé de s'engager résolument pour l'emploi et l'accompagnement de ces jeunes pauvres. D'abord, quelques chiffres pour qu'on situe l'enjeu et les enjeux, parce que le grand public n'a, je crois, pas conscience de la situation de ces jeunes. Tout à fait, effectivement, c'est important de les rappeler. Donc aujourd'hui, 14% de la population française vit en dessous du seuil de la pauvreté. Ça représente environ 9 millions de personnes dans notre pays. Et parmi eux, 50% sont des jeunes de moins de 30 ans. Un jeune sur 5 dans notre pays vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est un premier constat qui appelle des solutions immédiates et surtout urgentes. Mais je dirais que la pire des choses derrière en fait, ces chiffres, c'est que la plupart de ces jeunes enfants et de ces jeunes sont condamnés à la pauvreté à vie, puisque dans notre pays, il faut en moyenne 6 générations pour qu'un descendant de famille pauvre puisse accéder au revenu médian. Une forme de déterminisme finalement. C'est un déterminisme social extrêmement fort. Ce chiffre de 6 générations place la France à l'avant-dernier pays de l'OCDE en fait, en matière de déterminisme social.
Là où dans d'autres pays, comme le Danemark par exemple, il faut uniquement 2 générations pour sortir de la précarité. Donc on voit ici en fait une véritable trahison de la promesse républicaine. Dans notre pays, lorsqu'un enfant grandit dans un environnement défavorisé, il est quasiment condamné d'être un adulte pauvre, et ses enfants aussi, ses arrière-petits-enfants aussi, et ses arrière-arrière-petits-enfants aussi. Malgré un modèle social très redistributif, puisqu'on le vante comme le modèle qui redistribue le plus. Tournons-nous vers l'action concrète, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous alliez voir évidemment le site de la Fondation, peut-être même donner, parce que c'est intéressant. Vous vivez sur la donation, il faut quand même le préciser. Votre idée, la philosophie, c'est de mêler l'État, l'entreprise, la Fondation, qui va d'ailleurs dans l'esprit du maillage du GIP sur les entreprises s'engagent. C'est accompagner ce maillage, récolter de l'argent, et pour être concret, le donner à des associations. Est-ce que c'est bien ça le cheminement ? Exactement ça. En fait, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un enfant défavorisé échoue à l'école, ce qui arrive souvent, sa seule chance de sortir de la précarité, c'est le travail. Et pour cela, en fait, il faut rapprocher ces jeunes qui sont souvent très très éloignés du monde de l'entreprise, Et pourtant, ces jeunes, en fait, souvent sont représentés par des associations qui sont assez éloignées du monde de l'entreprise ou par des travailleurs sociaux qui ont souvent choisi ce métier parce qu'ils ne voulaient pas travailler en entreprise. Et donc, il y a un enjeu hyper fort à rapprocher ces deux mondes. Vous soulevez un point essentiel quand même, là, par les travailleurs sociaux qui ne connaissent pas l'entreprise ou qui d'ailleurs ont choisi ce métier parce qu'ils ne voulaient pas être en entreprise. Ce qui, de vous à moi, pose un petit sujet quand même. Alors, ça pose un sujet, mais effectivement, aujourd'hui, on a un problème de représentativité en fait, de ces jeunes qui, finalement, n'ont aucun lien avec le monde de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on voit les quartiers les plus défavorisés qui jouxtent les zones d'activité. Lorsque vous posez la question aux jeunes de qu'est-ce que vous voulez faire en fait, plus tard, ils ne se projettent même pas dans un quartier qui est à 100 mètres de chez eux et qui réunit toutes les entreprises. Donc, on voit à quel point les jeunes sont très éloignés de ce monde-là. Concrètement, des actions concrètes menées par des associations, parce qu'il y a de l'argent qui leur a été donné. J'ai vu que ça avait commencé, alors peut-être me trompais-je, mais à Romans-sur-Isère. Tout à fait. C'est incroyable. Pourquoi Romans-sur-Isère dans la Drôme ? Alors, ce programme que l'on a conçu et qui est aujourd'hui... Le DAT, Voilà, donnons la dotation d'action territoriale. Donc c'est un programme qui est aujourd'hui inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté que nous avons effectivement testé à Romans-sur-Isère. Alors pourquoi Romans-sur-Isère ? Parce que la maire de Romans-sur-Isère est une ancienne chef d'entreprise, donc je pense particulièrement sensible en fait au rôle que les entreprises peuvent jouer en matière de lutte contre la pauvreté. Et puis c'est vrai que Romans-sur-Isère a vécu en fait de nombreuses crises. La chaussure, le cuir. Exactement, qui a complètement disparu en fait dans cette ville, laissant derrière elle de nombreuses familles au chômage et donc des taux de chômage qui sont souvent 2 fois en fait ceux de la moyenne nationale. Et en fait, à Romans-sur-Isère, nous avons testé un dispositif qui est très simple, qui consiste à mettre autour d'une même table la collectivité locale, des associations qui sont porteuses de solutions concrètes au service de la lutte contre la pauvreté des jeunes et les entreprises de ce même territoire. C'est ça l'enjeu, c'est d'avoir les entreprises. Exactement. Elles n'existaient pas avant, elles étaient absentes. En fait, aujourd'hui, à l'échelle française, 9% des entreprises font du mécénat. Moins d'une entreprise sur 10 fait du mécénat. Et lorsque vous zoomez sur le mécénat à caractère social, c'est très faible. 1%. Donc on a 2% des entreprises françaises qui s'engagent sur ces sujets, alors que lorsqu'on leur donne les moyens de le faire, en fait, elles le font bien volontiers. C'est-à-dire que notre dispositif, il part en fait, je dirais, d'une méthode très simple. On part d'un diagnostic du terrain. On va chercher à comprendre où sont les pauvres en fait de la ville, quelles sont les solutions qui sont à leur disposition en fait pour les aider, quels sont les besoins qui ne sont pas comblés. Et on va proposer ces solutions très concrètement sous forme de business plan à des entreprises pour qu'elles s'engagent pendant 3 ans à financer ces programmes. Pour être concret, ces entreprises les embauchent, les intègrent, leur proposent des programmes, ou c'est l'association en tripartie qui les accompagne ? Alors c'est souvent l'association qui les accompagne, mais pas que. C'est-à-dire effectivement, le principe du partenariat au départ, c'est de demander à l'entreprise du territoire d'aller financer tel ou tel programme dans son territoire, dans sa ville, auprès de ses jeunes, dans son quartier. Et ces programmes sont portés par des associations. Mais ce qu'on voit en fait dans un second temps, c'est que les entreprises s'engagent au-delà, puisqu'elles vont engager leurs collaborateurs, mais elles vont également s'engager en fait elles-mêmes dans le soutien aux jeunes, en les accueillant en stage, en les accueillant en fait sur de l'alternance. Donc on voit finalement qu'on rentre par la porte mécénat, mais que finalement l'engagement des entreprises va bien au-delà. Juste un mot, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais j'ai vraiment envie qu'on refasse un débat autour de ces questions d'engagement des entreprises et du rôle des fondations. C'est un sujet immense. Les résultats, pour l'instant, vous avez déjà un tableau de bord, quelques chiffres ? Oui, alors pour chaque dotation d'action territoriale, c'est en moyenne 3 000 jeunes qui sont accompagnés, 6 à 7 associations, 200 000 euros levés par an, et donc des jeunes qui à 80% voient une sortie positive en fait dans leur parcours, donc qui trouvent une formation, qui réussissent en fait dans leurs résultats scolaires et qui donc en fait
peuvent briller un avenir meilleur. Allez sur le site de cette fondation Break Poverty Foundation. Il y a évidemment ce dispositif DAT avec les territoires, mais il y a d'autres dispositifs autour du numérique, de la connexion. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci de nous avoir rendu visite, de nous avoir éclairé et de nous avoir fait découvrir l'action très concrète menée dans nos territoires. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en Ile-de-France, parce qu'on n'a pas cité Béthune, il y a Nantes. C'est partout en France. Et aujourd'hui, avec les clubs, les entreprises s'engagent. C'est effectivement avec le relais de tous ces clubs partout en France. Je rappelle, on vous allez le découvrir d'ailleurs, le site Les entreprises s'engagent, qui est un maillage, qui est un réseau. Il n'y a pas que des fondations, il y a aussi des entreprises dans ce réseau. On va voir l'adresse qui s'affiche. Voilà, lesentreprises-s'engagent.gouv.fr si vous voulez faire partie de ce réseau et vous engager comme Break Poverty Foundation. Merci beaucoup Valérie Daher. Le cercle RH dans le débat de Smart Job, un grand entretien aujourd'hui avec le secrétaire général et DRH du groupe Daher, Jérôme Leparoux. Ravi de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Commençons par le début parce que vous êtes une très belle pépite française, mais comme beaucoup de pépites françaises, on ne vous connaît pas. La marque n'est pas connue. C'est quoi Daher ? Alors Daher, c'est d'abord une entreprise française, familiale. C'est une entreprise qui a 160 ans d'histoire et c'est une entreprise du secteur aéronautique. On a en fait 4 métiers, 4 activités. On est d'abord avionneur. On conçoit, on fabrique et on maintient en condition de vol 2 très beaux avions, le TBM et le Kodiak. On a les images, je voudrais qu'on les voit parce que vous allez voir ces avions. Je ne veux pas vous flatter, en tout cas l'entreprise que vous représentez, mais c'est un peu les Rolls, en tout cas pour le TBM. C'est un peu la Rolls, quoi. Nous, on a tendance à dire que c'est le plus bel avion du monde. Ouais, c'est des bimoteurs, c'est ça ? C'est un monomoteur, un mono-turbopropulseur. C'est certainement le plus performant de sa catégorie. Rolls, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça s'apparente à des... Voilà. Et là, l'intérieur, c'est une star américaine d'Hollywood, parce que c'est quand même acheté par des gens célèbres, dont on ne peut pas donner le nom. C'est acheté à 80% par des pilotes propriétaires américains, et c'est vrai qu'on a quelques célébrités dont on ne peut pas parler, mais c'est un avion qui est en train de devenir une légende dans le secteur de l'aviation générale. Donc on en est très fiers. Mais ça, c'est notre premier métier. Mission impossible, comme on dit, pour ne pas en parler. on verra comment ça se passe. Exactement. Et avant peut-être de passer à la suite, le deuxième de nos avions, le Kodiak, qui est un avion qui est lui aussi un monoturbopropulseur. Très beau. Qui est un avion de mission. Qui a des caractéristiques de versatilité, qui peut se poser sur des pistes très très courtes et qui donc a son public lui aussi on va parler de vos autres métiers. On en a un troisième, mais on va le garder pour plus tard, celui-ci. Je le dis à Nicolas Juchat, parce que ça, c'est le volet, je dirais, transformation, développement durable et l'avion de demain. Oui. Un petit mot quand même, parce que vous dites, on est un avionneur. Il faut quand même préciser que vos sites, vous êtes une entreprise internationale, mais vos avions, ils sont faits ici, chez nous. Ils sont faits en France. Mais c'est important de le dire. Pour le TBM, à Tarbes particulièrement, et le Kodiak est fabriqué, lui, aux États-Unis. Dans l'Idaho, à Sandpoint, ce qui fait de nous un des rares avionneurs qui possède une chaîne d'assemblage en Europe et une chaîne d'assemblage sur un deuxième continent, l'Amérique du Nord. 4 métiers, avionneur, et de l'industrie aussi. Avionneur, ça c'est notre premier métier. Le deuxième métier, c'est un métier d'industriel. Nous travaillons pour Airbus, pour Boeing, pour Dassault, pour Gulfstream, où nous leur fournissons des éléments de fuselage, des trappes de train d'atterrissage, des éléments de voilure, enfin tout ce qui permet à un avion de voler. Ça, c'est notre deuxième métier. Le troisième métier, c'est ce qu'on appelle le service industriel. On prend ses savoir-faire et ses compétences industrielles et on les met à disposition de nos clients sous forme de services. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on a des équipes de Daher qui travaillent chez Airbus, par exemple, pour faire l'assemblage du carénage ventral de certains avions ou pour faire l'aménagement cabine. Donc ça, c'est notre troisième métier. C'est notre compétence industrielle au service de nos clients chez eux. Et puis enfin, notre quatrième métier, c'est en fait notre métier historique. Important. C'est notre métier historique, c'est un métier de logisticien industriel. C'est-à-dire qu'on gère des entrepôts pour le compte de ces mêmes clients, ces grands donneurs d'ordre de l'aéronautique. Et donc on fait du contrôle de pièces, du stockage, du kitting, on fait de l'approvisionnement en bord de chaîne. Donc c'est pour nous une activité de logistique très très ancrée dans le métier industriel et voilà ce qui fait
disons, la globalité de nos activités. C'est assez passionnant parce qu'on a fait plusieurs émissions ici sur ce plateau pour nous intéresser au secteur de l'aéronautique qui, pendant la crise Covid, vous vous en souvenez, certains élus politiques, pour le dire directement, ont dit c'est fini les avions, tout doit rester au sol, on passe à autre chose. J'ai le sentiment que chez Daher, vous avez été presque plus résilient que les autres. Tout le monde a pris le bouillon, pour le dire cash, mais vous avez mieux résisté et redécollé plus vite. Est-ce que je me trompe ? Non, vous ne vous trompez pas, je vais vous en dire un mot, mais peut-être pour résumer d'une phrase, parce que ces 4 métiers, ça peut sembler des choses assez différentes, mais si on voulait résumer... C'est lié. C'est lié. Nous fabriquons nos propres avions et nous aidons nos clients à fabriquer les leurs. En fait, c'est ça notre métier. Il y a une cohérence, en fait. Il y a une cohérence qui est celle du métier de l'aéronautique. Et ce qui vient peut-être expliquer votre résilience, d'ailleurs. Et ce qui, effectivement, explique en bonne partie notre résilience. On a des métiers différents qui sont sur des cycles de marché différents. Et autant sur les activités purement industrielles, le choc a été rude pendant la crise Covid, autant nos autres métiers nous ont permis d'équilibrer, de compenser largement. Ce qui fait qu'on s'en est plutôt mieux sorti que certains de nos concurrents. Redécollage plus rapide. Et le redécollage a démarré. Maintenant, cette crise est derrière nous et derrière d'ailleurs l'ensemble du secteur. Aujourd'hui, le sujet, c'est de produire plus, davantage, plus vite, retrouver les cadences d'avant-crise. Il y a une vraie demande. Pour nos propres avions, il y a une vraie demande. Et pour nos clients, il y a un carnet de commandes qui est très important. Ça repart, hein. Et donc, il est important de pouvoir produire, livrer les compagnies aériennes avec les avions commandés. Nous y contribuons. Un petit focus, Jérôme Leparoux. La crise Covid, on l'a évoqué, avec quand même des vrais débats presque philosophiques sur la place de l'avion dans notre société. Puis il y a eu l'Ukraine aussi. J'ai vu que l'Ukraine impactait aussi votre supply chain. Vous avez réussi à trouver, d'autres sourcings. C'est compliqué, cette guerre en Ukraine. C'est évidemment très, très compliqué. C'est compliqué pour les sujets de sourcing, c'est compliqué pour le coût de l'énergie, c'est compliqué pour l'inflation globalement. Ça nous touche, ça touche tous les autres. Bien sûr. Mais nous sommes, comme vous le disiez tout à l'heure, nous avons redécollé après la crise. Nous avons d'ailleurs dévoilé notre plan stratégique Take-Off 2027 en tout début d'année. Et nous sommes repartis vers une attitude de croisière en développant ces 4 métiers qui font un business model finalement unique dans le secteur aéronautique. Et une cohérence effectivement qui permet de pouvoir rééquilibrer lorsqu'on traverse des zones, encore une fois je suis de la métaphore, des zones de turbulence. Des zones de turbulence, oui, en effet. Qui sont fort heureusement derrière nous. Aujourd'hui, les turbulences, finalement, j'ai envie de dire, sont de bonnes turbulences. Quand vous avez besoin de recruter pour produire davantage, c'est quand même une autre perspective. Justement, je me tourne là vers le DRH, secrétaire général, DRH. Le recrutement, c'est aussi compliqué chez vous parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui viennent sur ce plateau et des très grandes entreprises qui nous disent pénurie de main-d'œuvre, on ne trouve pas, on n'a pas la main-d'œuvre qualifiée. Je précise qu'à Tarbes, par exemple, au-delà des ingénieurs qui travaillent évidemment dans des centres d'études, des labs, vous avez aussi des gens qui travaillent, qui fignolent les pièces. Enfin, il y a beaucoup de travail manuel aussi dans vos entreprises. Compliqué aussi là, à trouver la perle. Alors ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que les besoins de recrutement sont très importants. Les enjeux de production et de montée en cadence sont très importants. Et c'est d'autant plus un vrai sujet qu'il y a un métier qui est très particulier. Il y a beaucoup de savoir-faire manuel dans nos industries. Il y a beaucoup de technologie, mais aussi beaucoup de savoir-faire manuel. Il y a un tour de main. L'expérience, ça compte énormément. Et pour vous donner une indication, au niveau de la filière aéronautique dans son ensemble, en France, aujourd'hui, il y a plus de 10 000 postes ouverts sur des métiers techniques. C'est quasiment 2 fois plus qu'en temps normal. Colossal. Pour nous, Daher, c'est un plan de recrutement cette année de 1100 personnes. Alors, je n'ai pas donné de chiffre d'effectifs, mais on est 10 500, 8 000 en France. Ça veut dire que ce volant de recrutement, il est considérable. Hein. C'est un peu plus de 10% de vos effectifs. C'est un peu plus de 10%, donc il est considérable sur le recrutement lui-même, il est considérable également sur l'intégration et sur la manière de faire travailler ensemble tous ces nouveaux collègues pour produire ce que nous avons à produire. Mais vous avez raison, ce sont des métiers qui sont à la fois très technologiques, avec des investissements très lourds, et ce sont des métiers aussi qui nécessitent de l'expérience et qui sont très pointus. Nous cherchons des ajusteurs, nous cherchons des chaudronniers, nous cherchons des gens qui sont capables de faire du contrôle non destructif, nous cherchons des drapeurs, tous les gens qui sont capables de fabriquer des pièces avionnables, c'est-à-dire des pièces qui permettent à l'avion de voler, de les ajuster, de faire en sorte que sortent les avions des chaînes, sans parler de nos activités de logistique et sans parler des ingénieurs de conception. Oui. Vous avez fait un rachat d'une pépite française d'ailleurs récemment là, qui permet d'élargir aussi votre puissance sur les sujets technologiques. Alors, ça fait partie effectivement de notre plan stratégique. On a un volet sur
les sujets de valeur ajoutée, de compétitivité et de rentabilité, qui sont des sujets très importants parce que on parlera peut-être tout à l'heure de décarbonation. On va y venir. Ce sont des investissements massifs qui sont nécessaires pour décarboner le transport aérien et on considère que c'est vraiment quelque chose de fondamental. On a effectivement fait un certain nombre d'acquisitions depuis quelques années et notamment très récemment. On a fait l'acquisition, on parlait de Kodiak tout à l'heure, l'avionneur américain que nous avons intégré, ça c'était juste avant le Covid. On a fait l'acquisition d'un laboratoire sur les matériaux qui s'appelle KVE qui justement contribue à la décarbonation. Nous avons fait l'acquisition d'une entreprise en Floride qui travaille pour Boeing sur de l'assemblage de pièces. Et finalement, nous sommes en train de finaliser l'acquisition d'une société qui s'appelle 3A et qui est un des leaders du service industriel. Avec tout ça, nous avons l'ambition de devenir une grande entreprise internationale, rentable, un leader. en s'appuyant sur ces 4 métiers. Voilà. L'enjeu de notre société, au-delà même des enjeux business, c'est les enjeux de réchauffement ou de dérèglement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre, notamment des véhicules et des avions. Ça a été pointé, on l'a évoqué pendant la crise Covid. Nicolas Juchat nous dévoilait cet avion-là. J'aimerais qu'on en parle parce que non seulement vous avez 4 métiers imbriqués les uns aux autres qui créent une cohérence, mais en plus, vous êtes en train de développer cet avion qui n'est d'ailleurs pas qu'une maquette 3D en image. Hein. L'avion existe. C'est un vrai avion. C'est un vrai avion. Oui, tout à fait. Donc, il s'appelle comment? Il a déjà un nom, cet avion? Alors, ce démonstrateur s'appelle EcoPulse. EcoPulse. Et c'est toute la beauté de l'aviation générale et de ce qu'elle peut offrir au secteur dans sa globalité. La magie de l'aviation, quoi. Vous prenez un avion de la taille du TBM, hein, c'est un 6 places, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez exactement le type de taille d'avion qui vous permet de tester toutes les combinaisons technologiques possibles qui vont aboutir demain à la décarbonation de l'avion. Ce projet, EcoPulse... Donc hybride, hein, c'est un avion hybride. Hein. Donc c'est sur la base d'un TBM. C'est un projet qui associe Daher d'une part, mais également Safran et Airbus. Et son premier enjeu, c'est effectivement de travailler à l'hybridation. On est sur une trajectoire finalement qui rappelle un peu celle de l'automobile. Exactement, première étape, hybridation, et puis l'étape suivante, ça sera l'électrification. Moteur électrique complète. Et un moteur thermique devant. Hybridation, ça veut dire un moteur technique en effet pour les phases qui demandent beaucoup de puissance, et puis des moteurs électriques pour le vol. Ça a l'air de rien, mais en fait, savoir comment on fait circuler de l'électricité à très haute tension dans un avion, ça n'a rien de trivial. Comment est-ce qu'on gère les échauffements, ça n'a rien de trivial. Et puis vous voyez, les prochains avions, en tout cas de cette catégorie, auront plus d'hélices que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ah oui. Ça veut dire une navigabilité différente, c'est beaucoup de tests, c'est beaucoup d'ingénierie, c'est beaucoup de savoir-faire. Et aussi la capacité à dépenser, à optimiser également l'énergie. C'est porteur de beaucoup d'innovations. On est très fiers d'être finalement parmi les fers de lance de ce mouvement nécessaire de décarbonation du transport aérien. Sans vous prendre au piège, évidemment, parce que tout ça est enregistré, vous le savez, mais oui. à quelle date je peux monter dans cet avion si soudain je suis très riche, je vais acheter l'EcoPulse? C'est quand? L'EcoPulse, vous ne pourrez pas l'acheter, ça c'est un démonstrateur. D'accord. C'est la plateforme sur laquelle on teste toutes les briques technologiques possibles. Mais à la fin de 2027, à la fin de notre plan stratégique, vous aurez à disposition un avion hybride. C'est un de nos objectifs du plan stratégique. Donc, mais il sera tenu hybride. Commercialisable. Commercialisable. Nous aurons, à horizon de moins de 10 ans, pour le coup, et là, je n'ai pas de date à vous donner, un avion complètement électrique. Le plus tôt sera le mieux. Le chemin critique, c'est d'abord l'hybride. On l'aura d'ici la fin du plan stratégique. Là aussi, mais, mais si ça vous intéresse de monter dans un avion comme le TBM, vous avez plusieurs possibilités. Il y a le Bourget. Hein. Alors d'abord, vous pouvez venir au Bourget. Bon, voilà. Et en effet... c'est dans 15 jours. Hein. Le Bourget, je vais vous dire exactement, c'est du 19 au 25 juin. Donc c'est très dans proche. 15 jours, le week-end du vendredi, samedi, dimanche est ouvert au grand public. Tout le monde peut y venir. Enfin, je peux monter, mais je vole pas dedans. Alors, attendez, c'est l'occasion de découvrir non seulement nos avions, mais aussi de découvrir les métiers d'aéronautique. On va transformer le Bourget en un événement qui va montrer à la fois la décarbonation, l'innovation avec des startups et tout ce qu'on peut faire pour décarboner, mais on va aussi montrer nos métiers et comment est-ce qu'ils contribuent. Vous ne faites pas un job dating, rassurez-moi. C'est pas non plus un job dating. C'est pas un job dating, mais on aura quand même 14 recruteurs sur le salon pour Daher tout au long de... Donc ça veut dire que des ingénieurs, ça veut dire des techniciens qui viennent, qui s'intéressent à l'aviation et qui trouvent que c'est magique de travailler dans ce secteur, peuvent venir vous voir et donner leur CV. Non seulement venir nous voir, donner leur CV, mais ils pourront également aller voir une équipe d'ajusteurs que nous faisons venir de nos sites de Tarbes et de Nantes
pour montrer en temps réel la manière dont ils opèrent, la technicité de leur métier, la manière dont ils ont construit leur parcours professionnel et leurs compétences. Mais juste d'un mot, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le dire, si vous pouvez donc venir au Bourget et monter dans l'avion. Ok, je monte dans l'avion, je suis bien, je suis sur le fauteuil arrière. Vous pouvez également l'acheter, mais ça c'est encore un autre débat, je vous en parlerai peut-être hors plateau. Ça va être juste. En revanche, si vous avez Flight Simulator de Microsoft, vous verrez que le TBM est l'avion le plus joué sur Flight Simulator. De même, et le Kodiak est aussi très bien positionné. Pourquoi ? Parce que c'est un avion qui a une très belle ligne, qui a de très belles performances. Très beau. Et qui vous permet des manœuvres qui sont tout à fait particulières. Donc, je vous encourage à le tester en virtuel, à défaut de le tester en réel. On sent quand même une très forte dynamique chez Daher. On est plus que dans du redécollage, on est vraiment dans une accélération stratégique. Est-ce que ce que vous nous dites là, c'est un élément de marque employeur pour les jeunes ingénieurs, pour tous ceux qui disent aujourd'hui, moi je veux bien bosser dans l'industrie, mais il faut que l'industrie me propose des choses qui ont du sens, qui soient vertueux et qui soient plutôt écolos. Enfin, je veux dire, ça c'est un secteur où vous dites, venez, parce que là, vous ferez de l'écologie d'une certaine manière. Écoutez, on a entamé une révolution du secteur. Une révolution de l'aéronautique, une révolution du transport aérien. On est dans un moment de rupture dans lequel il y a des tas de choses à inventer du point de vue technologique, mais également du point de vue des usages, et sur plusieurs dimensions. On a parlé des couples, ça c'est évidemment très important, hein, la motorisation, la propulsion, mais il y a aussi la question des matériaux. Il y a le recyclage donc ? Je vais vous en parler. Il y a la question des carburants, et puis il y a aussi la question de l'avionique et des modes d'utilisation des avions. Oui, ce sont des secteurs sont des domaines d'activité très différents, mais qui tous concourent à ce que demain et après-demain, on ait des avions qui auront certainement des formes et des performances qu'on n'a encore jamais vues par le passé. Il n'y a qu'à voir les prototypes qui sont présentés dans les différents salons. C'est comme les voitures électriques, les avions électriques, ils ont des performances de vitesse incroyables ou pas ? Alors les avions électriques auront des performances. On ne va pas chercher la vitesse, là on va chercher la sobriété énergétique. Hein. C'est d'abord ça. Et même avant ça, c'est d'abord la sûreté. C'est s'assurer que voilà. Après les performances viendront au fur et à mesure. Évidemment pour nous c'est essentiel. Il nous reste 2 minutes. Pardonnez-moi de revenir. Alors, il y a évidemment cette volonté d'accélérer sur les métiers manuels parce que c'est un sujet nous qu'on traite beaucoup sur le plateau. Vous évoquiez ces salariés, vous faites venir quand même des ajusteurs sur le site du Bourget pour montrer peut-être à des parents ou à des jeunes que ces métiers manuels ils ont du sens. Comment vous faites ? Vous allez vous sourcer dans des CFA. Vous dites on va créer nos propres centres parce qu'on ne trouve pas. Comment vous faites ? Alors, il est clair que le recrutement ne suffira pas et que la formation est un énorme levier. On a créé sur notre site de Tarbes un centre de formation qui est adossé à l'usine. On redécolle également sur l'apprentissage et l'alternance. On a besoin de créer à la fois des viviers et puis de jouer notre rôle, de prendre nos responsabilités dans la formation des compétences dont on a besoin. Et la reconversion aussi. Hein. Et la reconversion. Et puis, à côté de ça, un peu comme tous les acteurs du secteur, on essaie d'être créatif, on fait feu de tout bois. Vous parlez de job dating, on en a un à Tarbes qui se passe exactement aujourd'hui même. On en avait fait un il y a 2 mois, sous forme de journée porte ouverte. On essaie de communiquer, on essaie d'être visible. Et puis on essaie aussi d'accompagner, de passer le message à l'ensemble de nos compagnons. On a mis en place par exemple des primes de cooptation qui vont jusqu'à 1 000 € quand vous arrivez à faire venir quelqu'un. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au passage, ça crée de la cohésion, ça montre la perspective de l'entreprise. Et puis comme vous le disiez, les gens... Et ce n'est pas qu'une question de génération d'ailleurs, c'est aussi une question de génération, mais jeunes et moins jeunes, on a tous besoin de sens. Et participer à ce type de projet, c'est... Daher contribue, en tout cas à travers ce que vous nous dites, à cette révolution de l'aéronautique et de l'aviation, et vous y contribuez à travers d'autres entreprises, mais vous faites partie de celle-là, créatrice d'emplois, il faut le redire, et créatrice d'emplois en France, parce que vous contribuez finalement à l'industrialisation de notre territoire. Exactement, on est basé à Tarbes, on est à Toulouse, on est à Nantes, on est à Marseille, on est en Rhône-Alpes, on est en région parisienne. 8500 emplois en France et on entend bien continuer à en créer, même si par ailleurs nous souhaitons également nous développer à l'international. Oui. C'est une des beautés de l'aéronautique, c'est un savoir-faire français et européen qui s'exporte, sur lequel il y a une vraie reconnaissance et c'est une filière qu'il faut encourager et continuer à développer parce qu'elle est porteuse d'avenir. Un des fleurons de notre industrie et de notre balance commerciale, il faut quand même le préciser évidemment. Et qui fait vivre les territoires.
Merci Jérôme Leparoux de nous avoir fait partager cette entreprise qui est une véritable pépite. Rappelons-le, 1100 créations d'emplois, Take-Off 2027, dans un plan stratégique global. Avec la décarbonation en ligne de mire. Décarbonation et ce bel avion EcoPulse, vous ne pouvez pas encore l'acheter, donc commencez pas à aller sur le site de Daher, il n'est pas encore à vendre. Mais bientôt, 2027. 2027. Rendez-vous pris, vous viendrez nous en reparler. Merci. Et venez nous voir au Bourget. Et c'est le Bourget, c'est dans 15 jours, c'est évidemment toujours un moment passionnant d'aller rentrer dans des avions, de pouvoir tenir le manche, de pouvoir aussi rencontrer des collaborateurs des équipes, celles de Daher. Jérôme Leparoux, merci, secrétaire général et DRH de Daher. Tiens, on va parler recrutement dans Fenêtre sur l'emploi, ce décalage entre les candidats et les recruteurs. Les candidats cherchent des soft skills et souvent les recruteurs cherchent des soft skills et les candidats viennent vendre des hard skills. Évidemment, c'est un peu compliqué. On en parle à travers une étude Indeed. Fenêtre sur l'emploi pour rester justement sur le recrutement et le rapport qui est passionnant des candidats aux recruteurs. Jamais simple, on arrive avec sa petite valise de compétences et puis on essaie de savoir si le recruteur va les acheter. On va en parler tout de suite avec Mathieu Eloi qui est le DG France d'Indeed parce que vous avez fait une étude chez Indeed d'avril 2023 qui est passionnante. L'étude, elle dit en un mot, les candidats et les recruteurs se parlent, mais finalement, ils ne parlent pas le même langage. Finalement, ils ne se comprennent pas. Oui, c'est vrai qu'il y a un malentendu. Ce malentendu, j'ai envie de dire, il est originel, puisque notre mission, nous, chez Indeed, c'est d'aider chacun à trouver son prochain emploi. Et ça, c'est un effort énorme qu'on fait tous les jours à travers nos algorithmes de matching pour faire en sorte que la rencontre se passe. Donc on a 5000 ingénieurs chez Indeed qui travaillent tous les jours pour améliorer nos algorithmes. On est passé d'une plateforme de recherche à une plateforme de matching pour approcher l'offre et la demande. Et force est de constater que cette rencontre est un peu frustrante, puisqu'il y a aujourd'hui 4 entreprises sur 5 qui disent qu'ils ont des problèmes de recrutement, malgré tous ces efforts, et pas que de nous d'ailleurs, et il y a aussi 2 candidats sur 5 qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits de ce truc-là. Donc il y a ce problème au milieu de la table qu'on essaye de résoudre. Mathieu, la question c'est un jargon, mais qui commence à rentrer dans le cerveau des Français, c'est les hard skills et les soft skills. Ouais. Le candidat, lui, pense qu'il va être acheté, pour le dire un peu vulgairement, sur ses hard skills. Ouais. Et en revanche, le recruteur, lui, il est plutôt parti sur l'idée qu'il ne va pas recruter de la compétence, mais il va plutôt recruter une attitude, un comportement. Je voudrais juste qu'on voit cet écart, et on va le voir très concrètement en chiffres. Lacune des candidats selon les recruteurs. Rigueur, débrouillardise, capacité à travailler en équipe, donc ils cherchent ces compétences. En revanche, le ressenti des candidats sur leurs propres lacunes, alors ça c'est intéressant, ils ont des compétences linguistiques un peu faibles parfois, des compétences managériales parfois faibles ou inexistantes, et un problème de diplôme. On voit bien que ça se croise. Le recruteur, lui, il cherche la rigueur, la débrouillardise, la souplesse. Et le candidat, lui, il dit, je ne suis pas fort en langue, je n'ai pas managé. Comment on fait ? On voit bien que ça se croise, et en fait, peut-être même avant d'en arriver là, parce qu'en fait, ça se croise quand la rencontre est sur le point d'avoir lieu. Okay, mais avant que la rencontre ait lieu, il y a encore une chose. Après tous ces efforts qu'on a fait, que je vous ai décrits, il y a encore une chose qui se passe, c'est que les recruteurs ont en tête un profil idéal. Le mouton à 5 pattes. Je ne sais même pas si c'est le mouton à 5 pattes, parce qu'en fait, l'étude, elle dit que ce n'est pas le même mouton c'est vrai. Des deux côtés. Mais ce n'est pas le mouton à 5 pattes, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très simple. Ils veulent un candidat qui soit extra, d'accord ? Sauf que dans leur tête, ils se font une idée d'un certain nombre de qualités qu'il faut, etc. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les annonces d'emploi. Il y a beaucoup plus de choses dans les annonces d'emploi qui disent qu'est-ce qu'on attend plutôt que qu'est-ce qu'on offre, d'accord ? Donc, ces gens les recruteurs ont en tête un profil idéal qui les conduit à exclure un grand nombre de gens pour probablement des mauvaises raisons. Excusez-moi, est-ce que le candidat ne s'exclut pas lui-même ? Parce que dans l'étude, on voit aussi une forme de censure du candidat qui dit tu vois bien, cette candidature, ce poste, c'est pas pour moi. Vous dites quand même, peut-être qu'il y a des manières par rapport à des compétences connexes pour pouvoir récupérer ce poste. Vous mais c'est les deux, puisque les recruteurs ont ce profil idéal, en tête, ils le communiquent dans les annonces d'emploi, et du coup, les candidats s'autocensurent. Ceci dit, les recruteurs, quand on leur pose la question, ils disent aussi que, en fait, c'est pas vraiment ce profil idéal qu'ils cherchent, et ils sont tout à fait prêts à recevoir. Donc, et c'est là que le malentendu existe, c'est que les candidats s'autocensurent et les recruteurs n'ont pas les mêmes idées que les candidats
Mais c'est des choses qu'ils recherchent. Mathieu, quand même, pour rassurer ceux qui nous regardent, et peut-être cherchez-vous un emploi en ce moment en vous disant j'ai repéré quelque chose, ça me plairait bien, mais j'ai pas les compétences. Côté recruteur, 32% sont prêts à céder sur les années d'études, le type d'école, 23% à faire l'impasse sur les compétences métiers spécifiques, ce qui est complètement incroyable, et 22% sur les compétences linguistiques, ce qui vient régler un certain nombre d'angoisses que peut avoir le candidat. Absolument. Les candidats pensent qu'il faut répondre à tel ou tel critère. Ils n'ont pas non plus entièrement tort, puisque quelque part dans le profil idéal, c'est ça. Mais si jamais on arrive à organiser la rencontre, et nous, tout notre effort, il est autour d'organiser la rencontre, les recruteurs sont absolument prêts à faire des compromis sur ces sujets-là, parce qu'en fait, ils ne cherchent pas exactement telle ou telle compétence, ils cherchent surtout telle ou telle qualité personnelle. C'est les fameuses soft skills qui s'opposent aux hard skills. Mais juste l'œuf et la poule, vous dites quoi, vous qui faites le matching et dont le métier est de faire ce matching, vous dites aux candidats, faites un petit effort pour vous creuser les méninges et aller chercher peut-être des compétences connexes, ou vous dites aux recruteurs, faites un petit effort pour vous ouvrir un peu plus? D'abord, les deux peut-être, non? Moi, je dirais deux choses. Que les candidats suivent leur instinct et leur envie, c'est un sujet de conviction, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est notre mission chez Indeed de faire en sorte que cette rencontre ait lieu. Et donc, pourquoi on n'en aurait pas tout le tunnel de la candidature où c'est là qu'il y a des biais de sélection compliqués, puisqu'il y a ce fameux profil idéal. Si on est capable, et c'est ce qu'on fait nous avec notre nouvelle plateforme de matching, de faire en sorte qu'au lieu de candidater, d'envoyer un CV qui sera peut-être pour des raisons de hard skills, soft skills, parce que soft skills ne sortent pas sur les CV, qui sera peut-être éliminé, pourquoi on ne ferait pas en sorte que les gens aient directement un rendez-vous avec un recruteur, et là la rencontre va se passer, et là on pourra parler des soft skills au lieu des hard skills. Mathieu, je note quand même que vous nous dites les soft skills ne sont pas mis en avant dans les CV, ou en tout cas votre moteur de recherche, vos algos, vont quand même les chercher ces soft skills quand un candidat met en même temps c'est tellement facile, je suis très courageux, je suis très agile et j'aime travailler en équipe. Vous avez peut-être un CV, je suis sûr que sur ce CV, il y a marqué les études brillantes que vous avez fait, tous les postes, il n'y a rien en soft skills. Tous les postes que vous avez occupés, etc. Mais les soft skills, c'est une chose qui est par nature difficile. Et puis, est-ce que vous avez envie de dire je suis extrêmement débrouillard, ou je suis formidable pour travailler en équipe, etc. Il y a des manières intelligentes de le dire et on essaye. C'est vrai. Et les candidats à le faire. Mais la chose que vous retrouvez dans tous les CV, c'est l'expérience, les études et les cases que vous cochez. Ce que vous retrouvez rarement, c'est les soft skills. Pour résoudre quand même le problème, pénurie de 3 millions d'emplois, pour voir si le chiffre, je crois que c'est un chiffre Pôle emploi, il va falloir quand même se transformer. Il faut quand même que le recruteur se remette en question. Vous êtes d'accord avec ça quand même? Absolument. Il n'a pas le choix. D'autant plus qu'en France, la plus grande partie des emplois ne sont pas des emplois extrêmement qualifiés. Et je questionne clairement l'utilité du CV dans ces cas-là. Donc on est à des grands promoteurs du recrutement sans CV. Il y a des quantités d'emplois en France qui sont ceux sur lesquels il y a plus de demandes en ce moment, qui pourraient très bien se passer du CV comme premier filtre en tout cas. Donc en fait, retirons ces espèces de préliminaires qui viennent finalement éliminer et qui fait une sorte d'écume négative. Allons directement à la rencontre. Ça veut dire que ce matching se fait quoi? En visio? On prend rendez-vous concrètement? Le matching se fait en visio ou en direct. Hier et aujourd'hui même, sur le salon Santexpo par exemple, on a fait organiser la rencontre de 3000 candidats avec des recruteurs hospitaliers. Non, à Paris. À Paris, à Paris, qui ont été sélectionnés sans leur CV, et la rencontre a lieu. Et donc, c'est l'occasion de dire qui vous êtes, etc., et éventuellement de parler de vos soft skills sans d'avoir cette complexité en tête de tiens, je suis pas le bon candidat pour ce poste, etc. Donc enjamber cette espèce de procédure un peu lourde et fastidieuse du CV pour aller se rencontrer directement. Et extrêmement frustrante. Lisez donc cette étude passionnante d'Indeed. Elle est très récente, elle date d'avril 2023 et vous êtes venu nous la présenter, Mathieu Éloi. Merci d'être venu sur notre plateau, directeur général France d'Indeed, qui vient d'ailleurs assez régulièrement sur notre émission. Absolument, et je vous en remercie. C'est un vrai plaisir. Merci, l'émission est terminée. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe qui m'accompagne chaque jour. Merci à Raphaël à la réalisation, merci à Thibaut au son, et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis, évidemment, que je n'oublie pas. Je vous dis à très très bientôt, et peut-être même d'ailleurs à demain. Bye bye.